La troisième fille de Agatha Christie, partie 4, chapitre 12. Achetons un paon, dit brusquement et de manière assez inattendue Mrs. Oliver. Elle n'ouvrit pas les yeux, mais sa voix, bien que faible, avait un accent indigné. Ils étaient trois à la contempler, surpris. Elle ajouta « Frappez sur la tête !» Elle ouvrit les yeux et son regard vague chercha à reconnaître le décor environnant. La première personne qu'elle aperçut était un jeune homme, un carnet de notes à la main, le crayon en l'air. « Un policier », estima Mrs. Oliver d'un ton rassuré. « Je vous demande pardon, madame. »« Je vous ai dit que vous étiez un policier. Ai-je raison ?»« Oui, madame. » « Attaque criminelle, » conclut-elle. Elle ferma les yeux, satisfaite. Lorsqu'elle reprit conscience, elle se sentit assez de force pour s'intéresser à ce qui l'entourait. Elle se trouvait dans un lit, un de ces hauts lits d'hôpital, très hygiéniques, décida-t-elle, le genre de lit qu'on peut faire monter et descendre à l'aide d'une manivelle. Elle constata qu'elle n'était pas chez elle. Hôpital ou peut-être maison de repos. Une surveillante à l'air autoritaire se tenait près de la porte, une infirmière à ses côtés. Elle identifia une autre silhouette. Personne ne pourrait se méprendre sur ses moustaches. Pourquoi êtes-vous là, monsieur Poirot ? L'interpellé s'avança. Je vous avais conseillé d'être prudente, madame. Tout le monde peut perdre son chemin, répliqua Mrs. Oliver, assez obscurément. Ma tête me fait mal. Avec juste raison. Comme vous venez de le déclarer, vous avez été frappé à la tête. Oui, par le paon. Le policier s'agita mal à l'aise et s'enquit. Excusez-moi, madame, vous dites bien que vous avez été attaqué par un paon ? Mais oui, depuis un moment, j'éprouvais le sentiment de gêne. Vous savez, atmosphère. Elle agita la main en signe d'explication et son visage se crispa. Oh là là, je ferais mieux de ne pas recommencer cela. Ma patiente ne doit pas être énervée, remarqua gravement la surveillante. Pouvez-vous m'indiquer où cette agression a eu lieu ? Je n'en ai pas la moindre idée. Je me suis perdue. Je revenais d'une sorte de studio très mal tenu, sale même. L'autre jeune homme ne s'était pas rasé depuis plusieurs jours. Une veste de cuir crasseuse. Est-ce celui qui vous a assailli ? Non, un autre. Si vous pouviez nous dire... C'est ce que je fais, non ? Je l'avais suivi depuis le café, vous comprenez. Seulement, je n'ai pas grande expérience en la matière. Aucune pratique. C'est beaucoup plus difficile qu'on ne se l'imagine. Ses yeux se portèrent sur le policier. Je suppose que vous savez vous débrouiller dans un cas semblable. Vous êtes entraîné à suivre les gens, je veux dire. Oh, et puis, aucune importance. Vous voyez, c'est très simple. J'étais descendu de l'autobus à World's End, je crois, et naturellement, j'ai pensé qu'il avait dû rester avec les autres, ou qu'il avait pris une autre direction. Mais au lieu de cela, il a brusquement surgi dans mon dos. Qui cela ? Le paon, et il m'a fait peur. Vous ressentez une drôle d'impression lorsque vous constatez que les choses se présentent dans le sens contraire à la logique. Quand celui que vous suivez se transforme soudain en limier et vous suit à son tour. Et j'ai éprouvé un sentiment de gêne. En fait, j'ai eu peur sans pouvoir m'expliquer pourquoi. Il s'est pourtant adressé à moi d'un ton poli, mais j'avais peur. Enfin, au bout d'un moment, il m'a proposé « Venez voir le studio », et j'ai donc grimpé un escalier d'aspect plutôt fragile, une sorte d'échelle, et là, j'ai rencontré un autre jeune homme. Le jeune homme sale dont je vous parlais. Il peignait et la fille posait pour lui. Elle était assez propre et jolie. Nous étions donc tous là. Ils se montrèrent très corrects avec moi et lorsque j'ai déclaré que je devais rentrer chez moi,
Ils m'ont indiqué le plus court chemin pour regagner King's Road. Mais ils n'ont pas dû me donner de bons renseignements. Bien sûr, il est possible aussi que je me sois trompée. Vous savez, lorsqu'on vous dit 2e à gauche puis 3e à droite, vous ne vous conformez pas toujours exactement aux instructions. Finalement, j'ai abouti dans un lieu assez sordide, proche de la rivière. Je ne devais pas me tenir sur mes gardes au moment où le pan m'a frappé. « Je crois qu'elle délire, » annonça l'infirmière. « Non, je ne délire pas. Je sais très bien de quoi je parle. » L'infirmière ouvrit la bouche, mais un coup d'œil sévère de sa supérieure la força au silence. « Velours, satin et longs cheveux bouclés, » ajouta Mrs. Oliver. « Un pan en satin. Un vrai pan, madame ? Vous en avez vu un près de la rivière à Chelsea ? » « Un vrai pan ? Mais non, voyons, quelle bêtise ! Que ferait un vrai pan sur les quais de Chelsea ? » Personne ne sembla trouver de réponse à cette question. « Il se pavane, c'est pour cela que je l'ai surnommé le pan. Un personnage vaniteux, à mon avis, fier de son apparence, et peut-être d'autres choses aussi. David machin, vous savez à qui je fais allusion, ajouta-t-elle en regardant Poirot. Vous affirmez que ce jeune homme appelé David vous a frappé sur la tête ? Oui. Vous l'avez vu ? Non. Je ne me doutais pas de ce qui allait se passer. J'ai entendu des pas derrière moi et, juste avant que je n'ai eu le temps de me retourner, c'est arrivé. Comme si une tonne de tuiles me tombait dessus. Je crois que je vais dormir à présent. Elle bougea légèrement la tête, eut une grimace et se replongea dans ce qui devait être une inconscience parfaitement reposante. Chapitre 13. Poirot se servait rarement de la clé de son appartement. Suivant une habitude bien ancrée, il sonnait et attendait que le remarquable Georges vînt lui ouvrir. Cette fois, cependant, à son retour de l'hôpital, la porte lui fut ouverte par Miss Lemon. « Vous avez 2 visiteurs, » annonça-t-elle d'une voix contenue. « Monsieur Gobi et un gentleman d'un certain âge, Sir Roderick Horsfield. Lequel voulez-vous voir en premier ?»« Sir Roderick Horsfield. » Il réfléchit un moment, la tête penchée de côté, ressemblant étrangement ainsi à un rossignol, se demandant de quelle façon cette visite pourrait s'inscrire dans le tableau général de la situation. Monsieur Gobi se matérialisa à sa manière, c'est-à-dire en passant la tête par la porte du bureau où la secrétaire le gardait en réserve. Poirot tendit son manteau à Miss Lemon et Monsieur Gobi s'adressa au mur. « Je prendrai une tasse de thé avec Georges dans la cuisine. J'ai tout mon temps. J'attendrai. » Il disparut et Poirot pénétra dans son salon où Sir Roderick, plein de vitalité, faisait les 100 pas. « Ah ah, j'ai découvert votre retraite, mon garçon, » lança-t-il. « Le téléphone est une merveilleuse invention. »« Vous vous êtes souvenu de mon nom ? J'en suis très flatté. »« Ma foi, pas exactement. Les noms n'ont jamais été mon point fort. Par contre, je n'oublie pas un visage, » affirma-t-il avec fierté. « Non, je me suis tout simplement adressé à Scotland Yard. »« Oh !» Poirot fut décontenancé, bien qu'en son fort intérieur, il dut admettre qu'une telle démarche correspondait au caractère de Sir Roderick. « On m'a demandé à qui je voulais parler et j'ai tout de suite insisté pour avoir le grand Manitou. C'est ainsi qu'il faut agir dans la vie, mon garçon. N'ayez jamais affaire au second, ça ne vaut rien. Je dis toujours, adressez-vous au-dessus du panier. Notez que j'ai annoncé qui j'étais et je n'ai pas mis longtemps à obtenir ce que je voulais. Un fonctionnaire très aimable, ma foi. Je lui ai révélé que je désirais connaître l'adresse d'un type de l'Allied Intelligence avec lequel je me trouvais en France à une certaine époque. Je dois avouer que, sur le moment, il a été un peu perdu. Je lui suis venu en aide en déclarant, vous savez bien, un Français, à moins qu'il ne soit belge. Vous êtes belge, je crois.
Son prénom est quelque chose comme Achille. Un petit homme avec de grosses moustaches. Il a alors compris et m'a affirmé que votre adresse se trouvait sûrement dans le bottin. Je lui ai répondu que ça ne m'avançait pas beaucoup, car je doutais que vous soyez simplement inscrit sous le nom d'Achille ou Hercule. Il m'avait finalement indiqué votre vrai prénom. Alors il m'a renseigné. Un garçon très complaisant, ma foi. « Je suis heureux de vous revoir, déclara Poirot, tout en accordant une pensée rapide à l'informateur de Sir Roderick et à ce que celui-ci risquait de lui dire, lors de sa prochaine visite à Scotland Yard. Heureusement, il y avait peu de chance pour que Sir Roderick ait vraiment eu affaire au grand Manitou. Le vieil officier avait dû être mis en communication avec quelqu'un qui connaissait probablement Poirot et dont le travail essentiel est de se montrer poli envers les personnes distinguées appartenant à un monde révolu. « En tout cas, je suis arrivé ici sans difficulté, » souligna le visiteur. « Vous m'en voyez ravi. Permettez-moi de vous offrir un rafraîchissement. Thé, whisky et soda, sirop de grenadine. »« Grand Dieu, non !» protesta Sir Roderick, que le sirop de grenadine ne tentait nullement. « Je préfère un whisky. » « Ce n'est pas ce que je devrais, mais les médecins sont des ânes comme nous le savons tous. La seule chose qui les intéresse, c'est de vous interdire vos petits plaisirs. » Poirot sonna à Georges, et bientôt le whisky et le siphon furent placés à portée du vieillard. Lorsque le valet se fut retiré, Poirot s'enquit. « Voyons, que puis-je pour vous ? » ?»« J'ai un travail à vous confier, mon vieux. » Sir Roderick semblait encore plus convaincu de la part importante qu'avait joué Poirot à ses côtés durant la guerre, conviction qui ne déplaisait pas à notre ami, jugeant que cela pourrait lui servir dans ses rapports futurs avec le neveu, Andrew Restarick. « Des papiers, » chuchota Horsfield. « J'ai perdu des papiers et il faut que je les retrouve absolument. J'ai donc pensé qu'à cause de mes yeux qui ne sont plus aussi bons que par le passé, et de ma mémoire qui ne fonctionne pas toujours très bien, je ferais mieux de m'adresser à un expert. Vous êtes arrivé à point nommé, l'autre jour, juste à temps pour m'être utile, parce qu'il importe que je retrouve ces papiers. Vous comprenez ? Oui, je vois, mais en quoi consiste-t-il ? Ma foi, je suppose que si vous devez les chercher, il est préférable que vous soyez au courant. Remarquez qu'ils sont extrêmement importants et confidentiels. Tout du moins l'étaient-ils à une certaine époque, et il semble qu'ils doivent le redevenir bientôt. Des lettres, mon ami, importantes, du fait que les politiques changent. Vous vous rappelez l'époque du commencement de la guerre ? Personne ne savait à quel saint se vouer. Une fois, on était copains avec les Italiens, et la fois suivante, on leur tirait dessus. Durant la première guerre, les Japonais étaient nos chers alliés, et au cours de la dernière, ils ont fait sauter Pearl Harbor. Impossible de s'y retrouver. On commence avec les Russes, d'une manière, et on termine avec eux de façon complètement opposée. Je vous le dis, Poirot, de nos jours, rien n'est plus difficile à résoudre que le problème des alliés. Ils ne sont jamais les mêmes d'un conflit à l'autre. « Et vous avez perdu des papiers importants ?» souligna Poirot, rappelant au vieillard le but de sa visite. « Oui, j'en ai beaucoup, et je les ai ressortis dernièrement. Ils se trouvaient en sécurité dans une banque. Je les ai récupérés avec l'intention d'écrire mes mémoires. Il n'y a pas de raison que je me prive de ce plaisir. Tout le monde agit ainsi de nos jours. Nous avons eu Montgomery et Alan Brooke, et aussi Auchinleck, disant tous ce qu'ils pensent des autres généraux. Nous avons même eu le vieux Moran, un médecin pourtant respectable, qui s'est mis à divulguer des secrets sur son important malade. Enfin, j'ai donc pensé que ce serait intéressant de raconter certaines histoires sur des personnalités que j'ai connues. Pourquoi pas ? J'ai été aussi mêlé à tout cela. Je suis sûre que tout le monde sera très intéressé. Ah, oui, on admirait des gens dont tous les journaux parlaient, que le public regardait avec respect. Personne ne se doutait qui ils étaient,
Au fond, deux parfaits idiots. Mais moi, j'en avais la preuve. Dieu, les erreurs que certains de ces gros bonnets ont pu commettre. Incroyable. J'ai donc ressorti tous ces papiers et la petite fille m'a aidé à les classer. Une gentille fille, assez intelligente. Elle ne sait pas bien l'anglais, mais à part ça, elle m'est très utile. Bref, nous avons eu beau fouiller partout, ces fameux papiers ont disparu. Vraiment ? Vraiment. Nous avons vérifié plusieurs fois, et je puis vous affirmer, Poirot, que nombre de ces documents ont été dérobés. Ils n'avaient pas grande importance, remarquez. Sinon, on ne m'aurait pas autorisé à les conserver. Je ne veux pas paraître indiscret, sir Roderick, mais ne pourriez-vous pas me préciser plus clairement la nature de ces lettres ? Impossible, mon vieux. Je puis seulement vous mettre sur la piste en vous disant qu'il est question de quelqu'un qui se vante d'exploits imaginaires, à l'heure actuelle, et ces lettres peuvent prouver qu'il ment. Toutefois, je doute qu'on me permette de les publier actuellement, mais nous pourrions, par exemple, en envoyer une copie à la personne en question, et peut-être que cela lui rabattrait le caquet. Je n'ai pas besoin d'insister. Vous devez être familiarisé avec ce genre d'affaires, hein ? Je vois parfaitement ce que vous voulez dire, mais vous comprendrez qu'il n'est pas facile de découvrir quelque chose dont on ignore complètement la nature et qui cela intéresse. Tout d'abord, je tiens à savoir qui les a chippés. Parce que, voyez-vous, c'est là le point le plus important. Ma petite collection comprend peut-être d'autres papiers importants et je veux apprendre qui l'a tripatouillé. Avez-vous quelques soupçons ? Vous voulez dire que je devrais en avoir, eh ? Ma foi. Vous voudriez que j'accuse la petite fille ? Eh bien, je ne pense pas que ce soit elle. D'ailleurs, elle m'a affirmé que non, et je la crois. Vous comprenez ? Oui, soupira Poirot, je comprends. D'abord, elle est trop jeune. Elle ne pourrait savoir que ces lettres ont une telle importance. Tout ça est trop vieux pour elle. Quelqu'un d'autre aurait pu lui révéler cette valeur, suggéra Poirot. Oui, c'est assez juste. Mais ça se verrait tout de suite. Poirot soupira. Il doutait qu'il fût possible de vaincre la partialité de Horsfield. Qui d'autre a accès à vos papiers ? Andrew et Marie, naturellement. Mais je doute qu'Andrew s'en préoccupe. Je puis affirmer, en tout cas, qu'il a toujours été un garçon correct. Il est vrai que je ne l'ai jamais bien connu, sa femme non plus, d'ailleurs. Il est impensable qu'un type comme lui puisse être un espion. Quant à Marie, elle semble ne se soucier que des rosiers. À part eux, il y a un jardinier, mais il a 83 ans et a toujours vécu dans le même village. Il en est de même pour les deux femmes qui font marcher l'aspirateur toute la journée. Vous constatez qu'il ne peut donc s'agir que d'une personne étrangère à la maison. Évidemment, Marie porte une perruque, déclara-t-il soudain. On pourrait penser que cela la rend particulièrement suspecte, mais il y a une explication très simple. Elle a perdu beaucoup de cheveux à 18 ans à la suite d'une fièvre. C'est triste pour une jeune femme. Je ne l'avais pas remarqué tout d'abord, mais un jour, sa coiffure s'est accrochée à un buisson et sa perruque est restée de travers. Oui, c'est bien triste pour elle, la pauvre. J'avais en effet pensé qu'il y avait quelque chose d'étrange à la façon dont elle arrangeait ses cheveux, admit Poirot. De plus, les meilleurs agents secrets ne portent pas de perruque, l'informa sir Roderick. Les pauvres diables doivent avoir recours à la chirurgie esthétique. Tout ceci n'empêche pas que quelqu'un a mis le nez dans mes documents. Vous ne supposez pas que, par mégarde, vous auriez pu les ranger dans un autre endroit, un tiroir, peut-être, ou un casier. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois ? Il y a environ 1 an. J'avais songé à en tirer un bon article, et c'est en les examinant que j'ai découvert ces fameuses lettres. À présent, elles ont disparu. Vous ne soupçonnez ni votre neveu Andrew, ni sa femme Marie, pas davantage les domestiques. Et l'enfant de la maison ? Norma ? Elle est un peu folle, à mon avis. Je la vois assez bien dans le rôle de kleptomane inconsciente, mais je ne crois pas qu'elle irait jusqu'à fouiller dans mes affaires.
Alors, qui? Vous avez vu la maison. Vous avez pu constater que n'importe qui peut entrer et sortir à sa guise, du fait que les portes ne sont jamais fermées à clé. Vous ne fermez pas votre bureau non plus lorsque vous allez à Londres, par exemple? L'idée ne m'en a jamais effleuré l'esprit. À présent, ce sera différent, mais... trop tard. À mon avis, le voleur est arrivé de l'extérieur. C'est ainsi que se produisent les cambriolages. Un type pénètre chez vous, monte tranquillement les escaliers, ouvre toutes les portes, rafle les bijoux et ressort sans que personne n'ait songé à lui demander son nom. Probablement un type du genre beatnik, avec les cheveux longs et les ongles sales. J'en ai vu plus d'un errer chez nous. On n'ose pas leur demander « Qui diable êtes-vous » parce qu'il est difficile de se rendre compte si l'on s'adresse à une fille ou à un garçon, ce qui est bien embarrassant. Je suppose que ce sont des amis de Norma. De mon temps, ils n'auraient jamais franchi le seuil de notre demeure. Et si vous essayez de vous débarrasser cavalièrement d'eux, vous découvrez alors que vous avez affaire au vicomte Andersleg ou à Lady Charlotte Marjoribanks. Ah oui, le monde a bien changé. Il réfléchit un moment, avant de conclure. Si quelqu'un peut découvrir le fond de cette histoire, c'est bien vous, Poirot. Il avala une dernière gorgée de whisky et se leva. Voilà, je vous ai tout expliqué. Vous allez vous en occuper, n'est-ce pas? Je ferai de mon mieux. Ils perçurent le timbre de la sonnette de la porte d'entrée. C'est la petite fille, remarqua Sir Roderick. Toujours ponctuelle. Merveilleux, n'est-ce pas? Je ne pourrais me déplacer dans Londres sans elle. Je suis myope comme une taupe, mon vieux. Ne pourriez-vous porter des lunettes? J'en ai bien une paire quelque part, mais elles me tombent toujours du nez, et je les égare. Je déteste ces engins. À 66 ans, je lisais encore sans difficulté. Pas mal, hein? Rien ne dure éternellement. Georges introduisit Sonia. Elle était extrêmement jolie, et Poirot pensa que sa timidité lui allait bien. Le détective s'avança avec un empressement bien français. « Enchanté, mademoiselle, » fit-il en se penchant sur sa main. « Je ne suis pas en retard, Sir Roderick ?» s'enquit-elle en tournant un regard inquiet vers son patron. « Pas une minute de retard, petite fille. Parée comme un navire prêt à lever l'ancre, eh ?» Elle le regarda, légèrement perplexe. « Vous avez bien goûté, j'espère, » ajouta-t-il. « Je vous ai recommandé de vous acheter des buns ou des éclairs. Bref, le genre de friandises qu'aiment les jeunes filles, hein? Vous avez obéi à mes ordres. »« Non, pas exactement. J'ai profité de ma liberté pour m'acheter des chaussures. Regardez, ne sont-elles pas merveilleuses ?» Elle tendit le pied. C'était certainement un bien mignon petit pied. Sir Roderick eut un sourire ravi. « Eh bien, nous devons aller prendre notre train. Je suis peut-être vieux jeu, mais c'est le moyen de transport que je préfère. Toujours à l'heure. En voiture, vous êtes sans cesse arrêté par la circulation, et cela vous coûte un temps inouï. Les voitures. Ah, pouah. Voulez-vous que je demande à Georges de vous appeler un taxi? J'ai déjà un taxi qui nous attend, annonça Sonia. Vous voyez, s'exclama Sir Roderick. Elle pense à tout. Il lui tapota le dos avec bonté et elle leva sur lui un regard qui attendrit Poirot. Le détective les accompagna à la porte et, dans le hall, ils croisèrent M. Gobby qui leur donna la parfaite impression de se trouver en présence de l'employé du gaz, venu relever le compteur. Georges referma la porte sur le couple et se tourna vers son maître. « Quelle est votre opinion sur cette jeune lady, Georges ?» demanda le détective qui appréciait le jugement infaillible de son valet. « Ma foi, si vous me permettez de m'exprimer ainsi, je dirais qu'il lui est très attaché. » Je crois que vous avez vu juste. Phénomène naturel et assez fréquent chez les gentlemen de cet âge. Je me souviens de Lord Mount Bryan.
Il possédait une grande expérience du monde et était même considéré comme un esprit des plus fins. Pourtant, vous seriez surpris d'apprendre tout ce qu'il a pu donner à une jeune femme qui le massait. Robe du soir, bracelet orné de myosotis en turquoise et diamants, étole en fourrure. Pas du vison, de l'hermine russe, ainsi qu'un petit sac de soirée en dentelle. Après cela, la jeune personne déclara que son frère avait des ennuis, une dette importante, si je me souviens bien, et Lord Mount Bryan fournit l'argent nécessaire pour sortir d'affaires ce frère qui n'existait sans doute pas. À cet âge, les gentlemen semblent avoir perdu toute méfiance. C'est le genre timide et désemparé qui les attire. Jamais les femmes qui donnent l'impression de savoir se débrouiller et de n'avoir besoin de l'aide de personne. Je ne doute pas que vous ayez raison, George, mais ce n'est pas exactement ce que je vous demande. J'aimerais connaître votre opinion sur la jeune lady. Oh, ma foi, je ne voudrais pas paraître trop catégorique, mais je dirais qu'elle a un genre bien défini. Rien à redire ouvertement sur son compte, mais je suis persuadé qu'elle agit en pleine connaissance de cause, pour atteindre un but depuis longtemps fixé. Poirot regagna son bureau, suivi de M. Gobie. Le petit homme s'assit sur une chaise en prenant sa pose habituelle, genoux serrés et pieds tournés vers l'intérieur. Il sortit son petit carnet, dont il tourna avec précaution les pages, et se mit en devoir de contempler le siphon d'eau de Seltz d'un œil sévère. Rapport sur les informations que vous m'avez demandé de vérifier. Famille Restaric, très respectable. Le père, James Patrick Restaric, jouissait d'une réputation d'homme d'affaires accompli. Sa firme est dans la famille depuis 3 générations. Le grand-père l'a fondée, le père l'a fait prospérer, et Simon l'a maintenue à son niveau ancien. Simon Restaric a eu des ennuis de santé, il y a 2 ans. Artère coronaire. Il déclina rapidement et mourut il y a 1 an et demi. Son jeune frère, Andrew, entra dans la firme peu après avoir terminé ses études à Oxford. Il épousa Miss Grace Baldwin. Un seul enfant, une fille, Norma. Il quitta sa famille pour se rendre en Afrique du Sud. Une Miss Birrell l'accompagnait. Pas de procédure de divorce. Mrs. Andrew Restaric est morte il y a 2 ans et demi. Elle avait souffert d'une longue maladie. Miss Norma Restaric fut pensionnaire à Meadowfield Girls' School. Rien à dire sur sa conduite. Jetant un bref coup d'œil sur Poirot, il observa. En fait, tout ce qui concerne la famille semble OK et conforme à la règle. Pas de brebis galeuse? Pas de maladie mentale? Apparemment, non. Décevant, soupira Poirot. M. Gobie ne fit pas de commentaire. Il s'éclaircit la voix, s'humecta un doigt et tourna une page de son calepin. David Baker, conduite peu satisfaisante. Mis 2 fois en liberté surveillée. La police semble s'intéresser à lui. Mêlé à des affaires louches, soupçonné d'avoir pris part à un vol de tableaux, mais pas de preuves contre lui. Il appartient à la bande des artistes amateurs. Pas de moyens de subsistance connus, toutefois se débrouille bien. Préfère les filles qui ont de l'argent, ne dédaigne pas de vivre au crochet de celles qui s'éprennent de lui, ne refuse pas non plus de se laisser payer par les pères, pour laisser leurs enfants tranquilles. Un très mauvais sujet, si vous voulez mon opinion, mais assez intelligent pour éviter de se mettre dans le pétrin. Il leva brusquement la tête. Vous l'avez rencontré? Oui. Quelle conclusion en avez-vous déduite, si je puis me permettre cette question? La même que la vôtre. Une créature de luxe. Un bourreau des cœurs. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui, les femmes ne regardent plus ceux qui persistent à travailler pour vivre. Elles leur préfèrent d'emblée les mauvais sujets. Elles déclarent habituellement « Il n'a pas eu de chance, le pauvre garçon ». Pensez-vous que ce David se servirait d'un casse-tête pour assommer les gens? M. Gobie réfléchit et répondit en contemplant le chauffage électrique. Il n'en a jamais été accusé. Je n'affirmerai pas qu'il en est incapable,
Mais je dirais que ce n'est pas dans ses manières. C'est surtout un beau parleur, pas un partisan de la manière forte. C'est aussi ce que je pense. Vous estimez qu'il accepterait facilement de se laisser acheter? Il abandonnerait n'importe quelle fille si cela devait lui rapporter un peu d'argent. Poirot hocha la tête, alors qu'un souvenir lui revenait à l'esprit. Lorsqu'Andrew Restaric lui avait tendu son carnet de chèques pour qu'il pût y voir sa signature, il avait remarqué le nom de la personne à laquelle il était adressé. Il s'agissait de David Baker, et le montant du chèque s'élevait à une assez grosse somme. David Baker avait, paraît-il, essayé de convaincre Norma de l'épouser, mais était-il sincère? Norma croyait, sans aucun doute, que le jeune homme l'aimait vraiment. Andrew Restaric, M. Gobi et Hercule Poirot pensaient le contraire, et il était fort probable que c'étaient eux qui avaient raison. M. Gobi tout sauta et reprit. « Miss Claudia Rhys-Holland, rien à se reprocher. Le père est membre du Parlement, très respectable. Pas de scandale. La jeune fille a reçu une bonne éducation à Reading, au Lady Margaret Hall, et vint ensuite suivre des cours de secrétariat à Londres. Fut d'abord employée par un médecin d'Harley Street, puis par la société houillère. Très bonne secrétaire. Elle est depuis 2 mois au service de M. Andrew Restaric. Aucun attachement sérieux, seulement quelques amis. Bon parti. Rien ne laisse supposer qu'il existe la moindre intimité entre elle et son employeur. Habite un des appartements de Borodin Mansions depuis 3 ans. Le loyer étant assez élevé, elle en partage les frais avec 2 autres jeunes filles qu'elle trouve généralement par les petites annonces. Frances Carey est avec elle depuis assez longtemps, a fait ses études à RADA, Royal Academy of Dramatic, puis au Slade. Travaille actuellement pour la Wedderburn Gallery, dans Bond Street, très connue. Miss Carey organise des expositions à Manchester, Birmingham, parfois même à l'étranger, et notamment en Suisse et au Portugal. Le genre artiste qui a beaucoup d'amis parmi les peintres et les acteurs. Il s'accorda une pause avant de poursuivre. Je n'ai pas obtenu d'informations précises d'Afrique du Sud, et je ne pense pas pouvoir en apprendre davantage de ce côté. Restaric changeait souvent de contrée. Un agité qui passait de l'Ouganda à la Côte d'Or, et se rendit même en Amérique du Sud. Il possédait assez d'argent pour aller où bon lui semblait. Personne ne l'a bien connu, cependant tous ceux qui l'ont rencontré l'ont trouvé sympathique. Mais une fois reparti à l'aventure, il ne gardait aucun contact avec ses compagnons de fortune. Je crois savoir qu'on l'a cru mort 3 fois. Il partait dans la brousse et ne réapparaissait que 6 mois plus tard. L'année dernière, son frère mourut à Londres. Il fut difficile de retrouver la trace d'Andrew. Il semble que la nouvelle du décès lui ait porté un coup. Il venait d'épouser une femme beaucoup plus jeune que lui, une institutrice, semble-t-il. Peut-être commençait-il à avoir assez de la vie de vagabond. En tout cas, apprenant la mort de son frère, il décida de revenir au pays. En plus de sa fortune personnelle, qui est considérable, il a hérité du défunt. Une histoire heureuse et une fille malheureuse, remarqua Poirot. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur Norma et sur les gens de son entourage qui auraient pu avoir une influence sur elle. Vous êtes sûr qu'il n'y a eu aucun décès récemment parmi ses proches? C'est important. Pas le moindre décès. Elle travaillait pour une certaine firme, Home Birds, sur le point de faire faillite. Ou elle n'était pas beaucoup payée. La belle-mère a fait récemment un séjour à l'hôpital, pour observation. De nombreuses rumeurs, mais sans fondement. Elle n'est pas morte. Ce que je veux, appuya Poirot d'un ton dramatique, c'est un décès. M. Gobi exprima son regret et se leva. Désirez-vous autre chose pour le moment? Non.
Très bien, monsieur. Alors qu'il empochait son petit carnet, le petit homme ajouta. Vous m'excuserez, monsieur, si je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Mais cette jeune personne que vous aviez ici, il y a un moment. Eh bien, naturellement, il est possible que cela n'ait aucun rapport avec l'affaire qui vous intéresse. Cependant, j'ai pensé que je pourrais vous en toucher un mot. Je vous en prie. J'imagine que vous l'avez déjà rencontré auparavant? Oui, il y a 2 mois. Où? À Kew Gardens. Kew Gardens? Je ne la suivais pas. Je m'intéressais plutôt à la personne qui l'y a rejointe. De qui s'agissait-il? Je ne crois pas que cela ait la moindre importance, monsieur. Il s'agissait de l'un des attachés subalternes de l'ambassade d'Herzégovine. Poirot haussa les sourcils. Tiens, intéressant. Kew Gardens, un charmant lieu de rendez-vous. C'est ce que je me suis dit. Ont-ils bavardé ensemble? Non, monsieur. Vous n'auriez jamais pensé qu'ils se connaissaient. La jeune fille, un livre à la main, s'en est allée prendre place sur un banc, a lu un moment, puis a posé son livre près d'elle. Mon oiseau est arrivé et s'est assis à côté de la jeune fille. Ils n'ont pas échangé un mot. Puis elle s'est levée et s'est éloignée en flânant. Le garçon a attendu un moment avant de partir à son tour en emportant le livre abandonné par sa compagne. C'est tout, monsieur. Cela m'intéresse beaucoup. Monsieur Gobi leva les yeux sur l'étagère à livres à laquelle il dit au revoir et s'en fut. C'en est trop, beaucoup trop. Voilà qu'à présent on m'apporte une histoire d'espionnage. Pas mon affaire. Ce que je cherche, c'est un meurtre tout simple, et je commence à me douter que ce meurtre n'a eu lieu que dans l'esprit d'une droguée. Chapitre 14. Chère madame. Poirot s'inclina en offrant à Mrs. Oliver un joli bouquet aux couleurs artistiquement assemblées. Monsieur Poirot, vraiment, c'est très aimable à vous, et cela correspond si bien à votre personnalité. Mes fleurs sont toujours si mal arrangées. Elle leva les yeux sur un vase aux chrysanthèmes en désordre et reporta son regard sur les boutons de rose bien serrés. Que c'est aimable à vous de me rendre visite. Je viens vous féliciter de votre prompt rétablissement, madame. Je suppose, en effet, que je suis à nouveau en forme. Elle fit mouvoir sa tête avec précaution. Cependant, j'ai encore des migraines assez violentes. Vous vous souvenez que je vous avais prévenu de ne rien tenter de dangereux. De ne pas me mêler de ce qui ne me regardait pas, plutôt, et c'est justement ce que j'ai essayé de faire. Je sentais que quelque chose de dangereux rôdait autour de moi. J'avais peur. J'ai tenté de me raisonner en me disant que je me trouvais dans Londres, au centre de la capitale, que la foule n'était pas loin. Pourquoi avais-je peur? Poirot la regarda pensivement. Il se demandait si elle avait vraiment ressenti ce sentiment ou si elle l'avait imaginé par la suite. Il savait qu'on se laisse souvent influencer par ces impressions qui, en vérité, ne se manifestent que plus tard. Bien des gens étaient venus le voir en s'exprimant à peu près à la façon de son ami. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je prévoyais que le mal se manifesterait. Alors qu'en fait, elle n'avait rien prévu du tout. Mrs. Oliver s'estimait réputée pour son intuition exceptionnelle. Une intuition en entraînait une autre avec une rapidité incroyable, et Mrs. Oliver se reconnaissait toujours le droit de proclamer sa clairvoyance lorsqu'un de ses pressentiments s'avérait juste. À quel moment avez-vous eu conscience de cette angoisse? En quittant la rue animée. Jusqu'alors, tout était simple et excitant et ma foi, je m'amusais beaucoup, bien que je me sentisse vexée de constater à quel point il est difficile de rester dans le sillage de quelqu'un. Elle réfléchit un moment avant de poursuivre. Oui, cette aventure m'amusait. Soudain, tout fut différent.
Je me voyais engagée dans une succession de petites rues sombres, de passages se terminant en cul-de-sac et de terrains vagues. Il m'est difficile d'expliquer clairement ce que j'ai ressenti alors, mais c'était un peu comme dans un rêve. Vous commencez par vous trouver à une soirée mondaine, et puis soudain, vous êtes dans la brousse, sans deviner de quelle façon vous y êtes venu et pourquoi. La brousse? Voilà une remarque intéressante. Ainsi, vous aviez l'impression de vous trouver dans la brousse. Effrayé par un paon? Je ne sais si j'avais vraiment peur de lui. Après tout, un paon n'est pas un animal dangereux. J'ai surnommé ainsi ce garçon si fastueusement vêtu. Avant d'avoir été frappé, vous ne vous doutiez pas que l'on vous suivait? Non, mais j'ai l'impression que mon guide m'a indiqué une mauvaise direction. Poirot hocha la tête. Ce doit être lui, mon agresseur, reprit Mrs. Oliver. Qui cela pourrait-il être d'autre? Le garçon, avec ses vêtements crasseux. Il sentait mauvais, mais n'avait rien de menaçant. Pas davantage cette endormie de Francis Machin. Elle était juchée sur une estrade, avec ses cheveux de noyer, me rappelant une actrice dont j'ai oublié le nom. Vous dites qu'elle était modèle? Oui. Pas pour le paon, pour le garçon malpropre. Je ne me rappelle plus si vous la connaissez ou non. Je n'ai pas encore eu le plaisir de la rencontrer en admettant que ce soit un plaisir. Ma foi, elle est assez jolie, à la manière artiste. Beaucoup de maquillage, un fard blanc, une couche épaisse de mascara et les cheveux dans la figure. Elle travaille pour une galerie d'art, ce qui explique qu'elle se mêle au beatnik et pose en qualité de modèle. Comment ces filles peuvent-elles se conduire ainsi? Elle s'est peut-être amourachée du paon, à moins qu'il s'agisse du garçon pas lavé. Cependant, je ne la vois pas bien en train de m'assommer. Il me vient une autre idée, madame. Peut-être que quelqu'un vous a vu suivre David, et vous a suivi à son tour. C'est possible. Je me demande de qui il s'agirait, dans ce cas. Poirot poussa un soupir. Toute la difficulté est là. Trop de gens, trop de choses. Je n'arrive pas à distinguer clairement. Je ne vois qu'une fille déclarant qu'elle a peut-être commis un crime. C'est tout ce que j'ai pour me guider. Et même là, on n'arrive à rien. Que voulez-vous dire? Réfléchissez. La réflexion n'était pas le point fort de Mrs. Oliver. Vous m'embrouillez toujours, protesta-t-elle. J'ai parlé d'un meurtre, mais quel meurtre? Celui de la belle-mère, je présume. Seulement, la belle-mère n'est pas morte. Vous êtes l'homme le plus irritant que je connaisse. Poirot se cala sur son siège, joignit le bout de ses doigts et se prépara, c'est tout du moins ce que prévoyait Mrs. Oliver, à passer un bon moment. Vous refusez de réfléchir, dit-il. Mais pour aboutir quelque part, nous devons réfléchir. Je ne veux pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous avez fait pendant que j'étais à l'hôpital. Poirot écarta la question d'un geste. Il faut commencer par le commencement, madame. Un jour, vous m'avez appelé au téléphone. J'étais mal en point. Je l'admets, je broyais du noir. On venait de m'adresser une remarque qui me peinait profondément. Vous, madame, vous avez été la bonté même. Vous m'avez réconforté, encouragé et offert une délicieuse tasse de chocolat. Bien plus, vous m'avez guidé pour retrouver la trace d'une jeune fille qui pensait avoir commis un crime. Demandons-nous ce que cela signifie. Qui a été assassiné? Où? Pourquoi? Oh, arrêtez! À cause de vous, ma tête me refait mal. Poirot ignora la protestation. Avons-nous un meurtre? Vous me dites la belle-mère. Mais la belle-mère n'est pas morte. Donc, ce meurtre n'a pas été encore perpétré. Cependant, il y en a un. Donc, je me pose la question.
Qui est mort? Je répète, quelqu'un m'a parlé d'un meurtre qui a eu lieu quelque part et qui a été exécuté d'une manière ou d'une autre. Quand vous m'affirmez que la tentative de meurtre sur la personne de Marie Restaric répond à ma question, je vous rétorque que non et qu'un Hercule Poirot ne se satisfait pas de cette façon. Je ne vois pas ce que vous désirez de plus. Je veux un meurtre. À la manière dont vous dites ça, on a presque l'impression que vous seriez capable de le commettre. Je cherche un meurtre et je ne puis le trouver. C'est exaspérant. Je vous supplie donc de réfléchir avec moi. Attendez. Une idée formidable. Supposons qu'Andrew Restaric se soit débarrassé de sa première femme avant de quitter l'Angleterre. Y avez-vous songé? Certainement pas, protesta Poirot, indigné. Moi, si, et c'est très intéressant. Il était amoureux de cette autre femme, et comme le célèbre assassin Crippen, il s'est débarrassé de son épouse légitime pour s'enfuir avec sa maîtresse et personne ne l'a soupçonné. Poirot agita les mains en signe de protestation. Mais sa femme n'est morte que 11 ou 12 ans après qu'il ait quitté l'Angleterre. Quant à sa fille, elle n'aurait tout de même pas tué sa mère à 5 ans. Autre chose, Restaric prétend que sa femme est morte, mais nous n'en sommes pas sûrs. Moi si, je me suis renseigné. Mrs. Grace Restaric est morte le 14 avril 1963. Comment avez-vous pu le découvrir? J'ai utilisé un enquêteur. Je vous en prie, madame, ne sautez pas rapidement à des conclusions aussi fantaisistes. Je pensais témoigner d'une certaine ingéniosité, protesta son ami d'un ton boudeur. Si je devais me servir de ces personnages dans un de mes romans, c'est de cette façon qu'ils agiraient, et ce serait la fille la coupable. Pas une coupable avec préméditation, mais un simple instrument dont le père se serait servi pour donner une potion de feuilles de Troène à la mère alitée. Non, non et non. D'accord. Exposez-moi votre version. Hélas, je n'en ai pas. Je cherche un crime et je n'en trouve pas. Comment? Après que Mrs. Restaric soit tombée malade, ait dû se faire hospitaliser pour retomber de nouveau malade sitôt de retour chez elle? Je suis sûre que si l'on cherchait bien, on trouverait de l'arsenic dans les affaires de Norma. C'est exactement ce que nous avons découvert. Mais enfin, monsieur Poirot, que souhaitez-vous de plus? Je souhaite que vous prêtiez attention au sens des mots. Cette fille n'a jamais dit « j'ai essayé de tuer quelqu'un » ou « j'ai essayé de tuer ma belle-mère ». 2 fois, elle a parlé d'un fait accompli. Accompli. Vous entendez? J'abandonne. Vous ne voulez pas admettre que Norma a essayé de tuer sa belle-mère? Oui, je crois que c'est très possible. Cela correspondrait à son état d'esprit. Mais ce n'est pas prouvé. N'importe qui aurait pu dissimuler une bouteille d'arsenic dans les affaires de la petite. Même son père. Vous vous plaisez à croire que les maris sont les suspects numéro 1. D'une part, le mari est généralement la personne qui possède le plus de mobiles. D'autre part, il aurait pu aussi bien s'agir de Norma, de l'un des domestiques, de la jeune fille au père, du vieux Roderick, ou même de Mrs. Restaric elle-même. Elle? C'est ridicule. Pour quelle raison? Elle aurait pu avoir des motifs obscurs, mais que nous ne devons pas négliger. Voyons, monsieur Poirot, vous n'allez pas suspecter tout le monde? Mais si, c'est ce que je dois faire. D'abord, je suspecte, ensuite, je cherche les raisons. Et quelle raison pourrait avoir cette pauvre enfant étrangère? Pourquoi habite-t-elle cette maison? Pourquoi est-elle en Angleterre? Vous êtes vraiment fou. N'oublions pas non plus le nommer David, votre pan. David n'a jamais approché la maison des Restaric. Oh que si! Il errait dans les corridors le jour où je m'y trouvais moi-même. Mais il n'irait pas mettre du poison dans la chambre de Norma.
Qu'est-ce qui vous le prouve? Norma et lui sont amoureux l'un de l'autre. J'admets qu'ils en donnent l'apparence. Vous essayez toujours de tout compliquer. Erreur. J'ai besoin d'informations et la seule personne susceptible de me les fournir a disparu. Norma? Oui, Norma. Mais elle n'a pas disparu. Vous et moi l'avons retrouvée. Elle est sortie du café et s'est, une fois de plus, envolée. Et vous l'avez laissée filer? Hélas. Depuis, vous n'avez pas essayé de la retrouver? Je n'ai pas dit cela. Et vous admettez votre échec? Vraiment, monsieur Poirot, vous me décevez. J'ai bien un plan, murmura Poirot d'un ton rêveur. Mais parce qu'il y manque une pièce, l'ensemble demeure flou. Poirot continua de parler, plus pour lui que pour son auditrice, qui ne lui prêtait plus attention. Mrs. Oliver, irritée, estimait que Norma Restaric avait eu raison. Poirot était trop vieux. Pendant ce temps, Poirot, méthodique, décortiquait ce qu'il appelait son plan. Tout s'enchaîne. Oui, tout s'enchaîne et c'est pour cela que c'est si difficile. Une chose s'ajoute à une autre et vous découvrez que celle-ci vous conduit à une autre encore qui, apparemment, n'a rien à voir dans l'affaire. Ainsi, le cercle des suspects ne cesse de s'agrandir. Suspect de quoi? Là encore, on ne sait pas. Nous avons d'abord la jeune fille, et à travers le dédale de détails ne collant pas ensemble, je cherche la réponse à une question lancinante. Norma est-elle une victime? Ou essaie-t-elle de se faire prendre pour telle? J'ai encore besoin de quelque chose pour arriver à une certitude, d'un indice dissimulé quelque part, mais que je sais exister. Mrs. Oliver fouillait fébrilement dans son sac. « Je ne comprends pas pourquoi je ne trouve jamais mes comprimés au moment où j'en ai besoin. » Nous avons ensuite un groupe de personnes qui font partie de la même famille. Le père, la fille, la belle-mère. Leurs existences sont étroitement reliées entre elles. Nous avons encore le vieil oncle, avec lequel ils vivent, et qui est à peu près gâteux. Nous avons enfin la jeune Sonia, reliée au reste du clan par l'oncle. Elle travaille pour lui. Elle a de bonnes manières. Il est très satisfait d'elle. Mais quel est son rôle dans la maison? Elle veut apprendre l'anglais, je suppose, remarqua Mrs. Oliver au passage. Elle rencontre un attaché de l'ambassade d'Herzégovine dans les jardins de Kew. Elle l'y rencontre, mais ne lui adresse pas la parole. Elle laisse seulement un livre près de lui et il l'emporte en partant. De quoi parlez-vous? Cela a-t-il un rapport avec le plan? Nous ne savons pas encore. C'est possible, et cependant improbable. Mrs. Restaric aurait-elle jugé dangereuses les activités de Sonia? Ne me dites pas que l'espionnage joue un rôle dans cette affaire. Je ne vous le dis pas. Je me le demande. Vous avez affirmé vous-même que Sir Roderick est gâteux. Là n'est pas la question. Il fut, durant la guerre, un personnage important. Des secrets lui ont passé entre les mains. Des lettres ont pu lui être adressées. Des lettres qu'il aurait gardées une fois qu'elles eurent perdu de leur importance. Vous parlez encore de la guerre, déjà si lointaine. Supposons qu'il existe encore des documents susceptibles de nuire à la réputation de certains hommes politiques. Ce ne sont là, évidemment, que des suppositions. On pourrait juger indispensable de détruire certains de ces papiers ou de les adresser à quelque puissance étrangère qui se chargerait mieux de cette mission qu'une charmante jeune fille dont la tâche consiste à assister un vieil homme dans sa recherche des matériaux nécessaires à la rédaction de ses mémoires. Quel esprit tortueux vous avez! D'accord. Il y a trop de pistes. Laquelle est la bonne? Norma quitte la maison paternelle pour se rendre à Londres. Elle partage, comme vous me l'avez appris, un appartement avec 2 autres camarades,
qui lui était inconnue jusqu'à son emménagement. Et voilà qu'on apprend que Claudia Rhys Holland est la secrétaire particulière du père de Norma. S'agit-il d'une coïncidence ? L'autre fille devient modèle à l'occasion et connaît le garçon que vous appelez le Pan, lequel est aimé de Norma. Quel est le rôle de ce David dans tout ceci ? Est-il vraiment amoureux de Norma ? Il est étrange en effet que Claudia Rhys Holland soit la secrétaire de Restaric. Elle me fait l'effet d'être si sûre d'elle-même. Peut-être est-ce elle qui a poussé le locataire du 7e par la fenêtre. Poirot se figea. Quoi ? Oh, ce n'était qu'une quelconque locataire. Je ne me souviens même plus de son nom. Elle est tombée de sa fenêtre au 7e étage, à moins qu'elle ne se soit suicidée. La voix de Poirot s'éleva, sévère. Et vous ne me l'avez jamais dit ? Mrs. Oliver le regarda, surprise. Je ne comprends pas. Je vous ai demandé si vous étiez au courant d'un décès récent, et tout ce que vous avez trouvé, c'est une tentative d'empoisonnement. Quand cet accident a-t-il eu lieu ? 1 semaine avant que je ne m'y rende, je crois. Parfait. Comment en avez-vous eu connaissance ? Par un laitier. Un laitier ? Il paraît que cela s'est passé très tôt le matin. Comment s'appelait cette femme ? Aucune idée. Je ne me souviens même plus si l'homme a fait allusion à son nom. Jeune ? Entre 2 âges ? Âgé ? Mrs. Oliver réfléchit. Ma foi, il n'a pas précisé. Dans les 50 ans ? Je me demande maintenant. Savez-vous si l'une de nos jeunes filles la connaît ? Comment le saurais-je ? Et vous n'avez jamais eu l'idée de m'en informer ? Voyons, monsieur Poirot, je ne vois pas ce que ce drame aurait à voir avec notre histoire. Mais ne comprenez-vous pas que c'est là le maillon qui me manquait ? Il y a Norma qui habite le même bâtiment que la désespérée qui se suicide. À ce qu'on prétend. 1 semaine plus tard, Norma, qui a entendu prononcer mon nom à une réunion, vient me trouver pour m'annoncer qu'elle pense avoir commis un crime. Ne voyez-vous pas ? Un décès et quelques jours plus tard, une personne qui pense avoir commis un crime. Enfin, le voilà le meurtre qui nous manquait. Sans oser exprimer son opinion tout haut, Mrs. Oliver pensait que cette hypothèse était ridicule. Chapitre 15. Hercule Poirot buvait une tisane, tout en réfléchissant. Ses réflexions suivaient toujours un cours particulier. Il les sélectionnait comme un amateur de jeux de patience range ses pièces avant de les assembler. En temps voulu, elles seraient ajoutées les unes aux autres afin de composer un tableau clair et cohérent. Pour le moment, l'important était de choisir et écarter les pièces inutiles. Poirot se détendit et laissa ses pensées se présenter une à une à son esprit. Il revécut ses derniers jours. Ses pieds douloureux dans ses souliers vernis, s'acheminant sur un chemin indiqué par sa bonne amie, Mrs. Oliver, une belle-mère, il se vit la main posée sur une barrière, une femme penchée sur un buisson de roses, occupée à couper des branches inutiles et tournant la tête vers lui, une tête dorée comme un champ de blé, avec des mèches en torsade. Il se souvint que le vieux sir Roderick avait remarqué que Mrs. Restaric devait porter une perruque par suite d'une fièvre de jeunesse. Il se rappela la pièce qu'ils avaient traversée ensuite et les 2 tableaux accrochés au mur. Celui d'une femme vêtue d'une robe gris tourterelle, à la bouche mince, aux lèvres pincées, aux cheveux à peine gris. La première Mrs. Restaric. Son portrait était juste en face de celui de son mari. 2 bonnes études. Poirot concentrait son esprit sur le 2e tableau. Il ne l'avait pas si bien vu ce jour-là que dans le bureau de Restaric.
Andrew Restarik et Claudia Rhys-Holland. Y avait-il là quelque chose? Pas forcément. Il était naturel qu'il se tournât vers sa nouvelle secrétaire, une fille tellement compétente, pour l'aider à trouver un logement dans Londres qui puisse convenir à son enfant. Elle devait accepter de bonne grâce d'héberger la jeune fille, puisqu'elle cherchait une 3e colocataire. 3e colocataire. La phrase qu'avait prononcée Mrs. Oliver lui revenait sans cesse à l'esprit, comme si cette dénomination de 3e colocataire cachait une autre signification qu'il n'arrivait pas à découvrir. Georges entra, refermant discrètement la porte derrière lui. « Une demoiselle demande à vous voir, monsieur. C'est la jeune lady qui est venue l'autre jour. » La remarque arrivait trop à propos. Poirot se redressa en sursautant. « La jeune fille venue à l'heure du déjeuner ? » ?»« Oh non, monsieur. Je veux parler de celle qui accompagnait sir Roderick. »« Ah, vraiment ?» Il haussa les sourcils. « Faites-la entrer. Où est-elle ? » ?»« Je l'ai laissée dans le bureau de Miss Lemon, monsieur. »« Bien. » Sonia n'attendit pas que Georges vînt la chercher. Elle fit irruption dans la pièce d'un pas décidé. « Il m'a été difficile de me libérer, mais je tenais à venir vous préciser que ce n'est pas moi qui ai pris ces papiers. Je n'ai jamais rien volé. »« Asseyez-vous, mademoiselle. »« Non, merci, je n'ai pas beaucoup de temps. »« Donc, vous affirmez que vous n'avez jamais emporté, hors de la maison de sir Roderick, le moindre papier, document ou lettre ? » ?»« C'est pour vous l'affirmer que je suis ici. Il me croit, lui. Il sait que je ne ferai jamais une chose pareille. » »« Très bien. Je prends note de votre déclaration. »« Pensez-vous que vous retrouverez ces papiers ? » ?»« J'ai d'autres enquêtes sur les bras, pour le moment. Les papiers de sir Roderick attendront. »« Il est inquiet, très inquiet. Il y a quelque chose que je ne puis lui révéler, mais que je vais vous confier. Il perd ses affaires. Elles ne sont pas toujours là où il croyait les avoir placées. »« Ah. Y a-t-il autre chose que vous voulez me confier ? » ?»« Pourquoi ? » ?»« On ne sait jamais. »« Je ne comprends pas. »« Je ne vous retiens pas. C'est peut-être votre jour de sortie ? » ?»« Oui. Un jour par semaine. Je puis faire ce que je veux. Venir à Londres, visiter le British Museum, ainsi que la National Gallery. Par contre, lorsqu'il fait aussi beau qu'aujourd'hui, vous pouvez vous rendre à Kensington Gardens et peut-être même aux Kew Gardens. Elle se raidit et lui lança un regard coléreux. Pourquoi parlez-vous de Kew Gardens ? Parce que l'on peut y admirer de très beaux spécimens d'arbres et de plantes, ou simplement s'y asseoir sur un banc et lire un bon livre. Il lui adressa un sourire désarmant et remarqua que le trouble de la jeune fille augmentait. « Mais je ne dois pas vous retenir, mademoiselle. Vous avez peut-être des amis qui vous attendent dans quelque ambassade. »« Qu'est-ce qui vous le fait croire ? » ?»« Aucune raison particulière. Vous êtes, comme vous venez vous-même de me le dire, une étrangère, et il est normal que vous ayez des amis travaillant ici à votre ambassade. »« Je suis sûre qu'on vous a débité des histoires sur mon compte. Mrs. Restarik, c'est sûrement elle qui vous a raconté des mensonges. Elle ne m'aime pas. C'est le genre de femme dans lequel je n'ai aucune confiance. »« Vraiment ? » ?»« Oui. Je crois qu'elle cache quelque chose. Elle va très souvent à Londres et ne dit jamais à son mari ce qu'elle y fait. Lui est très pris par ses affaires et n'a pas le temps de se demander à quoi elle emploie ses journées. Elle est plus souvent à Londres qu'à la campagne et cependant, elle prétend aimer follement les jardins. »« Et Norma ? Que savez-vous d'elle ? » ?»« Si vous voulez mon opinion sur elle, eh bien je vais vous la donner. Elle est folle. »« Qu'est-ce qui vous porte à le croire ? »
Parfois, elle tient des propos étranges. Elle voit des choses qui n'existent pas. Des choses qui n'existent pas? Des gens qui ne sont pas là. Tantôt, elle est très excitée et tantôt plongée dans une sorte de torpeur. Vous lui parlez et elle ne vous entend pas. Je crois qu'elle souhaite la mort de certains. Mrs. Restaric? Et son père? Elle le regarde avec haine. Parce qu'ils s'opposent tous deux à ce qu'elle épouse le jeune homme qu'elle a choisi? Oui. Ils ont tout à fait raison, bien sûr, mais cela la rend furieuse. Bon, je m'en vais à présent. Dites-moi juste encore une chose. Mrs. Restaric porte-t-elle une perruque? Une perruque? Elle réfléchit et finit par admettre. C'est possible. Les perruques sont à la mode. J'en porte moi-même une, parfois. Une verte. Enfin, cela m'est arrivé. Je m'en vais, à présent. Elle s'enfuit.